Depuis les années 1990, Jérusalem connaît l'apparition de gated communities, c'est-à-dire des résidences fermées et sécurisées entourées d'un mur. Loin d'être des habitations neutres dans les revendications d'Israël, les gated communities sont un outil puissant de la volonté de conquête d'Israël. Elles sont donc un enjeu considérable dans la redéfinition de la notion de frontière entre les deux Jérusalem. Pour mieux comprendre cet enjeu, il est nécessaire de faire, en plus d'une analyse géopolitique locale, une analyse globale d'un des conflits internationaux les plus complexes, le conflit israélo-palestinien. Pour cela, revenons de manière chronologique sur les faits. Ce conflit remonte au 2 novembre 1917, avec la publication de la lettre Balfour. Le ministre britannique des Affaires étrangères, Lord Balfour, publie une lettre où il indique que son gouvernement est disposé à créer en Palestine un foyer national juif. Ainsi, lorsqu'en 1922 la Palestine passe sous mandat britannique, après la Première Guerre mondiale, les Britanniques se doivent d'accepter l'immigration de nombreux juifs en Palestine. La proportion de la population juive en Palestine augmente ainsi rapidement et passe de 10% en 1920 à 30% en 1930. Cette situation accentue les tensions entre deux peuples qui se partagent une seule terre. En 1937, les Britanniques font une première proposition de partage appelée Commission Peel. Elle établit ainsi un État juif au nord, un État arabe pour le reste de la Palestine, et le reste de Jérusalem est placé sous contrôle britannique. Cependant, la Seconde Guerre mondiale annule ces plans, et en 1947, l'ONU approuve un nouveau plan de partage entre un État palestinien et un État israélien, et donne un statut de ville internationale à Jérusalem, qui la laisse ouverte aux deux peuples. Ce partage est accepté par les sionistes, mais est rejeté par l'ensemble des Arabes. Ceci n'empêche cependant pas le fondateur du Parti travailliste israélien de proclamer l'État d'Israël le 14 mai 1948. Les États arabes voisins ne reconnaissent pas cet État. Ils attaquent Israël, qui contre-attaque en annexant une grande partie du territoire dévolu aux Palestiniens. À Jérusalem, on observe un retranchement des Juifs dans les quartiers sûrs et une expansion des quartiers ouest, Kiryat Yovel et Kiryat Menachem. Ces frontières sont scellées en 1949 par les accords de Rhodes. Une ligne d'armistice non matérialisée au sol est créée pour séparer Israël de la Cisjordanie. C'est la ligne verte. Ainsi, Gaza est annexée par l'Égypte et la Cisjordanie est annexée par la Transjordanie. Il n'y a alors plus de territoire pour les Palestiniens. L'État israélien doit ensuite absorber un flux important de migrants juifs, doublé d'un départ massif de Palestiniens. Pour ces derniers, c'est la Nakba, c'est-à-dire la grande catastrophe, qui voit l'exode de plus de 70 000 Arabes qui fuient les combats ou sont expulsés de leur village. Moins de 20 ans plus tard, en 1967, suite à plusieurs menaces voisines, Israël décide d'une attaque éclair dite préventive. C'est la guerre des 6 jours. Les pays arabes sont sévèrement battus et Israël agrandit encore son territoire avec le plateau du Golan, le Sinaï, tout le territoire palestinien et Jérusalem, qu'elle considère comme sa capitale. C'est à ce moment-là qu'Israël installe des institutions nationales. C'est aussi à cette date que l'État israélien devient un des seuls acteurs de l'aménagement du territoire. Il se fait suivant deux axes. Endiguement des Palestiniens de Jérusalem-Est en construisant une ceinture d'habitation pour les Juifs autour de la ville et contrôle sur la population. Ce contrôle est nécessaire pour Israël qui veut garder une domination démographique, critère avec lequel il peut justifier sa colonisation de Jérusalem-Est. L'État place stratégiquement les Juifs les plus pauvres au bord de la frontière pour clôturer Jérusalem-Ouest. Il s'agit des quartiers de Mamilla et Mousrara. En parallèle, les populations palestiniennes sont menacées par la démolition de certaines de leurs habitations. Ainsi, on peut dire que l'État israélien mène une politique d'aménagement du territoire s'apparentant à une politique de colonisation. En 1987, la révolte des Palestiniens se fait toujours sentir et prend une nouvelle forme. Les civils palestiniens se lancent dans une guerre des pierres, appelée aussi Intifada. On assiste alors à une guerre asymétrique avec des Palestiniens armés de pierres et de cocktails Molotov face aux chars israéliens. Ceci marque l'échec de la politique d'aménagement du territoire initiée dans les années 1970. Le 15 novembre 1988 a lieu la proclamation de la création d'un État palestinien par le Conseil national de l'Organisation de libération de la Palestine, sous le modèle du partage de 1947. En 1991, la conférence de Madrid tente d'engager un processus de paix, qui mène les protagonistes à signer en 1993 les accords d'Oslo. Mais ce fut un échec. La faiblesse de ces accords s'illustre dans la seconde intifada qui éclate en 2000, ainsi qu'avec l'assassinat du premier ministre israélien Rabin en 1995 par des membres d'un groupe extrémiste juif.
Face à ces revendications palestiniennes, et dans un contexte de discours sécuritaire, une nouvelle politique d'aménagement du territoire est amorcée. Depuis les années 1970, Israël a développé, à l'instar de ses alliés, une politique néolibérale, avec des privatisations et un affaiblissement de l'État-providence. L'État hébreu renforce donc le rôle de certains acteurs avec une déréglementation qui, loin d'être totale, permet de favoriser des entreprises privées. Ainsi, la nouvelle forme d'aménagement montre un État moins interventionniste, mais pouvant toujours avantager des acteurs correspondant à leurs intérêts. Aujourd'hui, le conflit entre Israël et la Palestine dure toujours. Les frontières entre ces deux pays ne sont toujours pas fixes et sûres. Jérusalem, partagée entre les deux, est encore au cœur du conflit. Au-delà d'un affrontement entre religions, la lutte pour Jérusalem est avant tout une bataille d'aménagement du territoire. La ville de Jérusalem présente en effet un lieu stratégique et symbolique pour les deux peuples. Elle est divisée en deux territoires par la ligne verte. D'un côté, Jérusalem-Ouest, comprenant 300 000 habitants, dont 97% de juifs, cette partie de la ville constitue le cœur de la vie politique et des affaires d'Israël. Elle contient en effet la Cour suprême, le Parlement, appelé Knesset, la Banque centrale et le quartier des ministères, installé à partir de 1967. C'est une des raisons pour laquelle l'État d'Israël considère Jérusalem comme sa capitale, mais celle-ci n'est pas reconnue par la communauté internationale. De l'autre côté de la ligne se trouve Jérusalem-Est. Revendiquée par l'autorité palestinienne qui souhaite aussi en faire sa capitale, elle comprend 479 000 habitants, dont 60% de Palestiniens et 30% de Juifs. Ce côté de Jérusalem a la particularité d'englober la vieille ville, lieu hautement symbolique au niveau religieux, étant considéré comme un site sacré. On retrouve le quartier juif avec le mur des Lamentations, le quartier chrétien avec l'église du Saint-Sépulcre, le quartier araménien avec la cathédrale Saint-Jacques et le quartier musulman avec le dôme du Rocher et la mosquée Al-Aqsa. Les liaisons et échanges entre ces deux côtés de la ville sont difficiles et même contrôlés. Avec les conquêtes et annexions, Israël peut accéder à ces lieux et développe en plus des infrastructures qui relient les principaux pôles israéliens, ce qui en dit toujours plus la population palestinienne. Chacun des territoires souhaite ainsi renforcer son espace pour arriver un jour à obtenir la totalité de la ville de Jérusalem. En plus de coloniser directement Jérusalem-Est par des constructions israéliennes en terre palestinienne, Israël souhaite tenir son territoire et le renforcer par l'implantation et le développement de gated communities, qui sont des types de copropriétés fermées se voulant sécurisées. Elles se présentent sous la forme d'un regroupement de demeures entourées d'un mur et disposant d'équipements de protection, vidéosurveillance, gardiennage, qui les isole du tissu urbain ou rural environnant. Son accès est réservé aux seules personnes autorisées, à savoir ses résidents, leurs invités et les services publics. On en compte 8 rien qu'à Jérusalem-Ouest. Elles sont situées dans le centre-ville, à proximité de la vieille ville, donc aux abords de la ligne verte. Une des plus connues est Yamin Moshe, qui occupe une part non négligeable du centre-ville, puisqu'elle s'étend sur 1 hectare environ. Il faut compter entre 800 000 et 1,2 million de dollars pour un appartement dans ces résidences. Ce prix connaît une hausse tendancielle, car la sécurisation de ces zones ainsi que la situation dans un espace symbolique et religieux fort font d'elles une valeur sûre. L'achat de ces appartements représente donc un investissement très important. Ils sont faits en majorité par des résidents aisés et temporaires juifs, la plupart du temps étrangers. En 2009, 32% des immigrés juifs américains s'installent à Jérusalem. Ces habitations permettent à l'État d'Israël d'obtenir des lieux sécurisés dans Jérusalem sans intervenir explicitement. Pour encourager toujours plus l'installation de touristes et de résidents temporaires, le ministère de l'Immigration et l'autorité fiscale israélienne ont fait voter en 2008 la loi dite « Loi pour l'encouragement à l'immigration et au retour en Israël », qui accorde une exemption d'impôt sur les revenus touchés sur le territoire pour tous les nouveaux migrants. Il peut s'agir de retraites, de salaires ou même de dividendes d'actions. Ces avantages économiques sont couplés avec une forte publicité autour du symbole de Jérusalem. D'aucuns parleront de propagande. Ainsi, le site de la résidence du roi David essaye de faire vivre un Jérusalem d'or et de lumière, en présentant la ville comme empreinte de spiritualité et d'authenticité. Ces deux aspects rendent l'espace hiérosolimite très attractif pour les juifs non israéliens voulant s'installer à Jérusalem. Israël peut donc contrôler cet espace avec le masque des privatisations et d'une politique dite néolibérale en favorisant des acteurs privés, les promoteurs immobiliers, qui rendent attractif l'hypercentre de Jérusalem-Ouest pour des individus y résidant temporairement. Ces gated communities constituent ainsi des lieux privés souvent déserts, toujours contrôlés et sécurisés aux portes de Jérusalem-Est. Elles deviennent alors la nouvelle frontière entre l'Est et l'Ouest de la ville, rendant propice une domination de l'Ouest, puisqu'elles montrent une richesse et une population nombreuse, quoiqu'absente.